Bonjour, bienvenue à cette 16e édition de la remise des prix Libili, décernée par la section belge francophone de l'IBI. IBI, International Board on Books for Young People, est un organisme international qui compte plus de 120 sections nationales. La sélection des livres pour ces prix se fait en deux étapes. Les recenseurs de la revue Libili, notre revue trimestrielle, lisent les livres reçus en service de presse. Certains livres ou albums reçoivent des coups de cœur et ce sont ces livres-là qui font partie de la sélection. Ces livres ou albums coups de cœur passent ensuite dans les mains des membres du jury, tous des professionnels du livre de jeunesse, des deux catégories albums et romans. Les prix Libili ne récompensent que des créations de fiction et les ouvrages devaient être publiés en 2020. Les jurys étaient présidés cette année par Luc Bathieu pour les prix albums et par moi-même, Robert Schmitt, pour les prix romans. Notre jury roman était composé de Stéphanie Faure, Joël Froment, Dominique Arvan, Claire Minot-Algan, Emmanuel Moreau, Isabelle Parmentier, Chantal Stanescu et moi-même. Notre choix pour les prix a dû se faire parmi la quarantaine d'ouvrages qui faisaient partie de notre sélection roman. Alors moi, en tant que président du jury des albums, je vous souhaite aussi la bienvenue. L'année 2020 a été une fois de plus très riche en création et malgré la situation difficile que nous continuons de vivre, la lecture ne s'est finalement pas portée si mal, mais nous avons dû changer nos pratiques. Beaucoup en numérique, mais il n'y a rien à faire. La manipulation, dans notre cas, d'un album reste important. Le jury a donc quand même, tout en respectant les consignes liées au Covid, fait 3 séances en présentiel. Année, je vous ai dit, foisonnante. 208 albums qui étaient les coups de cœur dans notre revue Libili ont été examinés par un jury de professionnels composé de 10 personnes. Alors ce jury, il était constitué de Lucie Coe, Eliane Cugnon, Isabelle de Kuyper, Colombine Depère, Ludovic Flamand, Joël Froment, Monique Malfait-Doé, Kathleen Simonis-Fallon et Marie Waps. Nous allons commencer par la remise des prix romans belges. Les nominés sont Aileen Manchot pour Ogresse aux éditions Sarbacane, Marie Chartres pour L'âge des possibles aux éditions L'École des loisirs, Geneviève Damas pour Molly aux éditions Lanzmann. Et la lauréate est, ou plutôt les lauréates sont ex aequo Geneviève Damas pour Molly aux éditions Lanzmann et Aileen Manchot pour Ogresse aux éditions Sarbacane. Alors quelques mots de Molly. Le roman est composé de 2 histoires qui au départ étaient 2 pièces de théâtre. Dans la première, Molly, une jeune fille de province, se découvre une passion et un talent pour le vélo. Grâce à divers soutiens, notamment de sa copine Martine, qui, nous allons découvrir au fil de l'histoire, va malheureusement décéder d'une tumeur, Molly va pouvoir intégrer l'équipe de France. Dans la seconde histoire, Molly, accusée de dopage, a dû quitter l'équipe. Elle est engagée comme nounou chez une vieille châtelaine, très vieille France, mais qui a les 2 pieds sur terre. Nous allons découvrir que Molly ne s'est pas dopée. Elle est donc réhabilitée et repart sur les routes. Et elle retrouve son ancienne rivale, Laure,
avec qui elle va finalement nouer une belle amitié. Ce roman est rempli de personnages savoureux, notamment le père de Molly ou le fils de Charles de Gaulle. Molly est une jeune fille au caractère bien trempé, pleine de courage, de volonté et qui ne se laisse pas faire. Le jury a été touché par le récit de cette adolescente qui se bat contre les préjugés, qui se bat contre la vie que ses parents lui ont choisie et qui prouve qu'une fille peut mener des combats et surtout peut les gagner. À recommander à tous ceux et celles qui aiment les récits qui donnent la pêche. Geneviève Damas n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais a tenu néanmoins à envoyer un message. Bonjour, je m'appelle Geneviève Damas, je suis l'auteure de Molly, qui est un roman maintenant, un récit, et qui a d'abord connu une vie au théâtre. Donc Molly, c'est le premier texte que j'ai publié, Molly à vélo, aux éditions Lanzmann. C'est un récit initiatique d'une jeune fille qui a 16 ans et demi et qui croit qu'elle est douée pour rien. Ses parents ont des difficultés financières, donc ils ne la destinent pas à de grandes études, mais elle a une amie formidable qui s'appelle Martine. Et cette amie, elle veut devenir professeure de lettres, et Molly, elle emboîte la destinée de Martine. Et par le plus grand des hasards, elle va découvrir qu'elle est très douée pour faire du vélo, et elle va devenir une championne de vélo. Alors le deuxième opus qu'on retrouve dans le roman Molly, c'est Molly au château. Ça veut dire Molly a été rattrapée par des histoires de dopage et elle se met un peu au vert puisqu'elle est suspendue. Et c'est ce qu'elle apprend, ce qu'elle découvre en étant suspendue et puis sa manière de revenir évidemment à la compétition. Je suis très attachée au personnage de Molly parce que voilà, d'abord c'est le premier texte qui m'a fait comprendre que dans l'espace de la littérature, j'avais une place pour dire des choses, évidemment sous couvert de la fiction, mais pour dire des choses qui me tenaient à cœur. Molly, c'est comment l'amitié vous construit. Molly parle aussi de la perte. Molly parle de l'effort, de l'équipe, de la difficulté de se faire une place dans un groupe, de la fidélité qu'on a à sa famille, de comment on avance et en même temps, on essaye de rester fidèle à ce qui nous a construit. Voilà. Alors, Émile Lanzmann m'a demandé il y a quelques mois si j'avais envie d'offrir ça en roman. Enfin, si on pouvait penser que ces deux textes avaient une vie indépendamment de la scène. Et c'était chouette de m'y replonger. Alors, évidemment, le début de Molly, c'était il y a 20 ans. Et mon écriture a changé, mon rapport au monde a changé. Mais c'était très chouette de m'y replonger durant cet été, de retravailler. Et moi, j'ai une énorme gratitude envers les éditions Lanzmann, parce que dans la relation avec Émile, qui est le fondateur, il m'a appris plein de choses. Comment on retravaille un roman avec son éditeur, comment il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on couche sur le papier. Parce qu'au départ, Molly, c'était une histoire très très orale, puisque c'était une histoire pour le théâtre. Et il m'a dit, oui, mais il n'y a pas qu'une vie dans l'oralité, il y a aussi des gens qui auront envie de lire et il faut que tu travailles ta langue pour qu'elle soit accessible. Et donc, il a fait véritablement mon écolage de ce que c'est de faire une histoire qui est dans votre tête en livre. Et après, moi, j'ai aussi écrit pour des nouvelles, j'écris des nouvelles, j'ai écrit des romans. Et chaque fois, dans la relation avec l'éditeur, j'ai mis en pratique ce que j'avais écrit aux côtés d'Émile Lanzmann. Et c'était un très précieux cadeau et une belle confiance, puisque quand je suis arrivée vers lui, en fait, j'étais personne ne me connaissait, personne même ne savait que j'écrivais. Quelques mots de Ogresse. C'est l'histoire d'Hippolyte, 16 ans, qui vit sa vie d'adolescente, avec ses premières fois, ses questionnements, ses illusions. Elle vit avec sa mère qui a un comportement assez étrange. En effet, elle ne lui prépare que de la viande presque crue et toutes les nuits, elle disparaît dans la cave. Et puis un jour, sa mère la mord. Ce qui aurait pu devenir un roman gore devient ensuite un polar. Qu'est devenue la vieille voisine disparue soudainement?
Que sont tous ces bruits dans la maison la nuit? Épaulé par ses amis, Hippolyte essaye de vivre, de survivre et surtout d'aider sa mère. Ogresse a été écrit sous la direction de Clémentine Beauvais lors d'une année de création littéraire au Havre. Ce roman de Eileen Mancho a interpellé le jury par son thème, par son écriture, par ses personnages tour à tour attachants, déroutants, des ados. Le jury a aussi adoré l'ancrage belge et même bruxellois de ce roman. Spéculoos, Saucine de Zwan, Forêt de Boisfort, pour n'en citer que quelques-uns. Le résultat est une œuvre étonnante, très originale, où le réalisme flirte avec le fantastique, le conte, l'horreur, sans jamais y sombrer. Eileen Mancho nous fait la joie d'être présente à cette cérémonie, et c'est avec un grand plaisir que je lui remets le prix Nibili du roman belge 2021. Merci beaucoup. Il est super grand. Eileen Mancho, merci d'être présente dans ces circonstances très particulières. J'aurais une première question à vous poser à propos de votre roman. Comment vous est venue cette idée de mélanger le thème du cannibalisme dans cette histoire d'adolescents en découverte d'eux-mêmes et du monde? J'ai toujours été très intéressée par la nourriture et aussi par les rapports familiaux qui se créent autour de la nourriture, par la manière dont l'affection passe par la nourriture, par j'ai fait ça pour toi et tu le manges et ça me prouve que tu m'aimes, ou tu ne le manges pas et au contraire je suis triste, alors que c'est très fort avec les parents, c'est souvent ça, quoi. Donc les enfants mangent ou ne mangent pas ce que leurs parents ont préparé, et ça a un impact émotionnel qui est bien plus grand que juste pourquoi tu manges pas ma purée de butternut, quoi. C'est au-delà de ça, la purée de butternut représente autre chose, représente l'amour maternel, etc. Et donc ça m'intéressait de creuser là-dedans, parce que je trouvais qu'on pouvait trouver plein de choses sur toutes les petites tragédies du quotidien qui se passent autour de la nourriture. Par exemple, il y a une scène toute simple où la mère d'Hippolyte, elles se sont engueulées la veille, et la mère d'Hippolyte lui prépare un chocolat chaud que Hippolyte boit alors qu'il est trop sucré et qu'elle l'aime pas trop, mais elle le boit quand même. Et donc ce genre d'interaction, d'amour qui passe pas tout à fait, ou d'interaction un peu gênée entre une mère et une fille autour de la nourriture, ça m'intéressait très fort. Et donc de passer par cette symbolique du cannibalisme, ça me permettait d'accéder à tout ce champ de métaphores qu'on peut avoir autour de la nourriture. Et aussi ça me permettait d'accéder à ces éléments de conte, en fait, d'avoir l'ogresse qui mange les enfants, et qui était en bord de forêt, etc. Donc ça me permettait de faire à la fois d'accéder à un champ métaphorique qui me plaît, et en plus de pouvoir faire ce mélange des genres dont vous avez parlé avec le conte et l'histoire réaliste d'adolescents. Bien, merci. Alors une autre question, dans vos deux romans, parce que vous avez écrit 2 romans jusqu'à présent, les mères sont des personnages centraux, cependant elles sont loin d'être des mères idéales. Alors pourquoi leur avez-vous donné cette dimension qui ne ressemble peut-être pas vraiment à la mère qui tient la famille ensemble? C'est une mère de qui il faut s'occuper finalement. Ce qui m'intéresse en particulier, donc, c'est le moment où les adolescents se rendent compte que les adultes dans leur vie sont faillibles. Et c'était aussi important pour moi de parler de ça d'un point de vue féminin, mais pas cliché. Donc justement, vous parlez de la mère qui tient la famille ensemble, la figure maternelle classique, archétypale. Je voulais aller à l'encontre de ça. Qu'est-ce qui se passe quand la mère est faillible? Parce qu'on a le droit d'être faillible. Même si on est une femme, même si on est une mère, on a le droit de ne pas être parfaite. Et il faut en parler. Et donc ça m'intéressait de voir ça à travers 2 regards féminins, c'est-à-dire celui de la fille sur la mère, et puis celui de la mère supposée sur la fille. Donc d'explorer ces relations-là quand elles ne sont pas archétypales, quand elles ne se passent pas forcément super bien. Et donc voilà. Donc c'était à la fois la faillibilité des adultes et puis l'angle féminin qui m'intéressait. C'est pour ça que je suis tombée sur à chaque fois des couples filles-mères. Mais pour la suite, je pense que je vais passer à d'autres thèmes. Je l'ai suffisamment exploré, celui-là. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous remets aussi un petit diplôme, comme quoi vous pouvez l'encadrer, vous acheminer. Merci beaucoup. Voilà maintenant les résultats pour le prix Libili Album belge. Et donc les nominés sont Cours Lola Cours de Geneviève Casterman aux éditions Esperluette,
Chacha, le chat du chien, de Mélanie Rutten, aux éditions Mémo. Piqueli Mimou, d'Anne Brouillard, aux éditions Pastel, École des loisirs. Tu t'appelleras Lapin, de Marine Schneider, aux éditions Versant Sud Jeunesse. En 4 temps, de Bernadette Gervais, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et le dernier, Victor, de Jacques Élise, aux éditions Seuil Jeunesse. Et il y a plusieurs gagnants. D'abord, la gagnante du prix Libelli Album belge revient à Bernadette Gervais, en 4 temps, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et il y aura une mention pour Jacques Élise, pour l'album Victor, aux éditions Seuil Jeunesse. Décidément, Bernadette à la cote. Pour rappel, en décembre dernier, elle a reçu la Pépite d'or au Salon de Montreuil pour un autre album, bien sûr, c'est ABC de la nature aux éditions Les Grandes Personnes. Mais notre jury a été séduit pour son autre album que mon collègue vous présente là, intitulé En 4 temps. Avec cet album, Bernadette Gervais nous propose bien sûr aussi un chef-d'œuvre graphique sur la notion du temps qu'elle découpe en 4 temps. Le temps qui peut être de quelques secondes, le temps qui peut être de quelques heures, le temps qui peut être de quelques années. Tout se joue dans l'observation. De plus, c'est poétique comme un haïku en 4 temps. Monique Malfait-Dohet, membre du jury, lui a envoyé quelques questions que je vous laisse découvrir dans la vidéo. Entre 2 livres, j'ai toujours une période un petit peu de latence. Et en fait, je remarque que j'y pense sans y penser au prochain bouquin. Et j'accumule des choses sans me rendre compte dans un coin de ma tête. Et ça travaille, mais c'est pas très conscient. C'est vraiment ça, on peut dire à certains moments qu'il y a une idée qui germe. Et là, tout d'un coup, il y a une image qui vient et c'est le déclic. Et là, voilà, c'est l'image du coquelicot, donc les 4 images comme ça, vraiment ça qui m'est venu, le carré avec les 4 phases du coquelicot. C'était vraiment cette image-là qui est arrivée. C'est à partir de cette image-là que tout est venu et que j'ai construit le livre, que je me suis dit, ah ben oui, je vais faire un livre autour du temps. Mais voilà, pour moi c'était clair, j'allais chaque fois découper le temps en 4 séquences, en 4 cases. Les 4 cases peuvent se passer en quelques secondes, comme par exemple le lièvre qui fonce et qui traverse ces cases en 4 secondes. Et cette notion de temps, j'allais l'installer soit par une petite narration, par exemple quand la limace arrive, voit le champignon, commence à manger le champignon et puis s'en va. Soit ça peut être une construction, par exemple les étapes du bonhomme de neige, ou alors une transformation quand le paysage se transforme au fil des saisons.
Ça peut être aussi une scène de contemplation pure, le nuage qu'on voit passer au-dessus de la maison. Je voulais aussi installer une narration tout au long du livre pour en fait aussi installer cette notion du temps, qu'elle ne soit pas juste dans chaque page, mais aussi tout au long du livre. C'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs éléments récurrents. Donc il y a déjà l'escargot, mais j'ai aussi utilisé la maison qui revient, je pense, 6 fois. J'ai pris mon découpage et mon image de coquelicot et voilà, j'ai été voir mon éditrice Chabla Michel, Béatrice Vincent. Elle a été d'emblée très emballée par le projet. On en a discuté, du format, du nombre de pages. Voilà, donc c'était important pour moi de faire des images avec cette technique qui permettent des images assez précises, mais je les voulais quand même assez synthétiques, parce qu'en fait il fallait qu'on puisse d'emblée comprendre les 4 instants, les 4 moments à chaque page. Et alors voilà, j'étais très attentive pour avoir ce climat quand même dans les images assez poétiques qui devait absolument accompagner ce livre. C'est quand j'ai fini toutes les images que j'ai fait les textes. Et pour moi, les textes, c'était évident dès le départ, ça devait être des légendes, des légendes aux images. Donc en fait, elles sont numérotées comme les images. Et donc en fait, elles sont du coup comme les légendes très, très courtes. Mais pour contrecarrer le côté plutôt strict et froid des légendes, j'ai tenu à mettre chaque fois un titre pour donner quand même un côté plus poétique à chaque page. On arrive au livre, à l'objet livre, et donc je dois souligner la qualité apportée à la fabrication du livre par cette éditrice. Tout y est, la qualité de la photogravure, la qualité du papier, c'est un papier épais, le choix de l'imprimeur, un très bon imprimeur. Il y a eu l'ajout d'une 5e couleur pour que les rouges ne soient pas fades et soient bien pétants. Enfin, tout est mis en œuvre pour que le livre soit vraiment un super objet. Et donc voilà, c'est ce que j'ai découvert en recevant mon premier exemplaire. Je dois dire que ce moment où on reçoit ce premier exemplaire par la poste est toujours un moment assez émouvant. J'ai été aussi contente voilà, du retour. Il a été bien accueilli, il s'est assez bien vendu. J'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs. Et donc voilà aussi, j'ai eu ce prix et voilà, je suis assez contente. La création belge est aussi très innovante de part et d'autre de la frontière linguistique. Et donc le jury a souhaité attirer votre attention à un autre album en décernant une mention. Et cette mention revient à 2 créateurs, Jacques et Lise. C'est donc un duo, une création flamande qui nous livre un travail graphique élégant, virtuel et très vintage.
Dès les premières pages, on a l'impression de nous plonger à l'époque coloniale, au temps de la chasse et du plaisir que ces chasseurs aimaient exhiber leurs trophées de guépard. Quel plaisir de le transformer en tapis confortable et d'y couler des jours heureux. Tout cela ne sera que de courte durée, car ne dit-on pas que la nuit porte conseil. Notre chasseur se rend compte qu'il ne doit pas en être très fier. De ce fait, il conçoit un plan très astucieux pour tenter de rectifier son acte égoïste. Celui-ci va cependant se terminer en cauchemar, mais pas pour le lecteur, car ce sera une franche rigolade. Mais tout cela n'est qu'un rêve. Va-t-il vraiment en retirer une leçon? La fin est très prometteuse. Cet album, Victor, écrit par notre duo qui s'appelle Jacques Maas et Lise Brakers, eh bien, il s'exprime aussi dans une vidéo que nous découvrons ici ensemble. Bonjour. Une question générale. Qui êtes-vous, votre formation, votre travail? Nous sommes Jacques et Lise, un couple dans la vie et aussi dans le travail. On se connaît depuis nos études de designer graphique. Tout a un peu commencé dans cette période, lentement. Maintenant, 10 ans plus tard, on fait du design graphique et illustration ensemble dans plusieurs catégories. Choses comme poster design, cartes de vœux, des campagnes. Mais la plus grande passion est de raconter des histoires visuelles en forme de livres d'enfants. Chaque année, nous essayons de présenter une nouvelle histoire dans laquelle nous sommes ensemble, auteurs et illustrateurs. Vous n'êtes pas très connu dans l'édition francophone et votre album Victor est la première œuvre, si je ne me trompe, en français. Comment expliquez-vous que la création flamande ne passe pas la frontière? Nous sommes très heureux avec l'édition francophone de Victor. Nous pensons que ce n'est pas du tout évident que le livre traverse la frontière linguistique, parce qu'avec tellement beaucoup de publications dans chaque langue, il faut déjà de la chance que le lecteur trouve notre livre dans l'édition originale. Rabbit spoiled, comme on dit en anglais. Mais c'est double. Peut-être qu'il y a un peu trop dans la librairie, mais en même temps, ça donne beaucoup d'opportunités pour des illustrateurs pour développer leur talent. L'offre des livres en 2 langues dans notre pays est un avantage culturel. La seule chose qui manque peut-être encore est qu'on devrait plus partager des découvertes les uns avec les autres. Une autre question. Votre univers a-t-il une connotation trop belge pour les Français? Humour surréaliste fait-il peur? Nous ne pensons pas, parce que les sujets de notre livre sont toujours très universels. Dedans, il y a toujours un peu des influences de la culture locale, mais les histoires, on les développe pour avoir histoire pour enfants et l'humanité en général. L'humour surréaliste nous plaît bien pour accomplir des histoires qui font rire et en même temps font réfléchir. Dans l'histoire de Victor, l'humour n'est pas présent pour faire peur, mais pour créer une tension. Et en plus des cas, ça marche très bien pour raconter l'histoire avec le surprise spéciale à la fin. Comment vous est venue l'idée d'aborder cette chasse bien particulière qui nous fait penser à cette sombre page du colonialisme? Un peu banal, mais la première idée pour Victor trouve son origine à voir un manteau de fourrure dans une vitrine. Quand on a continué de développer l'histoire, l'image de colonialisme
subtilement pris sa place dans la création du personnage et sa résidence. Mais ce n'était pas l'intention de la donner une tellement grande place dans l'histoire. Le sujet, premièrement, est la chasse pour le plaisir de l'homme qui n'apprend pas de ses erreurs. C'est quelque chose de tout le temps. Dernière question. Pensez-vous que recevoir ce prix va vous faciliter l'accès à l'édition francophone? Probablement, comme plusieurs de l'auteur et illustrateurs, on rêve de créer des livres qui peuvent aussi raconter leur histoire en d'autres langues, spécialement si le sujet d'une histoire et les illustrations qui la racontent essaient d'être universels. Oui, chaque mention, prix, article online ou offline peut contribuer à ça. La chance que quelqu'un découvre notre œuvre et veut le lire ou traduire, publier. On est déjà énormément content que Victor a trouvé sa place en français. Et s'il y a encore des lecteurs qui veulent aussi découvrir notre autres livres, il y a toujours quelqu'un sans texte. C'est facile, avec des illustrations qui parlent comme tu veux. Voilà. Merci. Merci. Bye. Maintenant, pour le prix Libili Roman Junior, les nominés sont Clément Roussier pour Sullivan aux éditions L'École des loisirs, Thomas Gerbeau et Pauline Kerleroux pour L'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace aux éditions La joie de lire, Cédric Philippe pour Les fleurs sucrées des trèfles aux éditions Mémo, Mathieu Sylvander pour Encore un orage aux éditions L'École des loisirs. Et le lauréat est Thomas Gerbeau et Pauline Kerleroux pour L'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace aux éditions La joie de lire. Alors ce roman illustré est inspiré d'une histoire vraie. Un homard réussit à s'évader de la casserole où il était, mais veut également sauver tous ses amis dans le vivier du restaurant. En chemin, il rencontre Jeanne, une petite fille qui va l'aider dans son projet. Ce roman a parlé de notre jury par son côté surréaliste, par l'humour qui s'en dégage et par son côté revendicateur. En effet, même si ce n'est pas et de loin un manifeste politique, ce roman veut attirer l'attention des enfants sur la souffrance animale. Le jury a aussi adoré les illustrations de Pauline Kerleroux, qui joue sur quelques couleurs très franches, le rouge, le bleu, l'orange et le noir. Les auteurs n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais c'est de Londres, où ils résident, qu'ils nous ont envoyé ce message. Bonjour, je suis Pauline Kerleroux, l'illustratrice de L'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace. Moi, je m'appelle Thomas Gerbeau et donc c'est moi qui ai écrit l'histoire. On y retrouve Jeanne, notre héroïne de l'île aux moutons. Elle se retrouve embarquée un peu malgré elle dans une aventure plutôt exaltante où, pour sauver son amie, elle prend des risques parfois un peu héroïques et doit se dépasser pour l'aider, mais aussi pour défendre des valeurs qu'elle découvre, telles que la liberté et la loyauté. Avec Pauline, on construit le livre ensemble. Thomas me donne en général le point de départ de son texte et puis me tient informé au fur et à mesure de l'écriture et à laquelle je peux parfois contribuer, mais c'est vraiment lui qui mène cette partie. C'est Pauline qui va aller trouver dans les mots et dans les histoires la magie et la poésie qu'on retrouve dans ces images. Et notamment sur les livres, nos 3 livres de la série des incroyables histoires, elles ont toutes lieu dans des endroits qui nous rappellent notre enfance commune. Donc les images qui nous viennent en tête, les lieux, les personnages qui ont inspiré ceux du livre sont des références communes qui donc nous font un terrain, une sorte de terreau commun qui fait qu'on se comprend bien, on est sur la même longueur d'onde. Ce prix nous fait très plaisir. Moi, j'aime beaucoup Bruxelles. J'aime beaucoup l'esprit belge, un mélange d'humanité, de tendresse et d'humour, des qualités qu'on retrouve, j'espère, dans l'histoire et chez les personnages du roman.
Eh bien maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le prix Libili Petite Enfance. Il faut savoir que depuis maintenant 2010, le jury a décidé aussi de récompenser la création pour la petite enfance. Et cette année-ci, eh bien, il n'y a pas vraiment de nominée parce qu'elle a fait l'unanimité du jury. Et donc c'est Marine Schneider avec Grand Ours, Petit Ours, publié aux éditions Cambourakis. Vous allez dire, encore une création belge. Ben, c'est vrai que avec cet album au format carré tout carton, qui sans avoir l'air d'y toucher, aborde de grandes questions comme celle de la propriété, du territoire et de la généalogie. En quelque sorte, il s'agit de notre place dans le monde. C'est Ludovic Flamand, qui est aussi membre de notre jury, qui lui a envoyé quelques questions. Découvrons-la dans la vidéo qui suit. Je suis Marine Schneider et je suis autrice-illustratrice, notamment de ce livre-ci, Grand Ours, Petit Ours, qui a gagné le prix Libilit 2021, catégorie Petite Enfance. Alors c'est un livre qui est né à la naissance de mon fils, enfin quelques mois après sa naissance, quand il avait, je dirais, 4-5 mois, alors qu'on était à la table du petit déjeuner. Voilà, je sirotais mon café et il a essayé de l'attraper avec ses toutes petites mains et je lui ai dit « pas de café pour les petits ours ». Et de là est née l'envie de faire ce livre en fait au départ qui n'avait pas vraiment cette forme-ci, peut-être qu'il allait juste être des images indépendantes les unes des autres. Et finalement, je me suis dit que c'était quand même assez rigolo cette page le café de Grand Ours, pas de café pour les petits ours, et de là a commencé à germer l'idée qu'en fait je pourrais en faire un livre plus conséquent, en fait je pourrais en faire un livre tout court. Et voilà, j'ai commencé à l'observer, à observer notre relation et à noter plein d'idées dans un carnet, de choses qui nous liaient, de choses qui nous différenciaient, de choses qui étaient propres à moi, à sa maman, des choses qui lui étaient propres, des choses qui se ressemblent, des choses qui se différencient, voilà. Et est né donc Grand Ours, Petit Ours. Alors c'est un livre que moi je vois pas vraiment comme un livre sur les contraires, parce qu'en fait il n'y a pas que des contraires dans ce livre, c'est pas non plus un imagier, pour moi c'est simplement un livre tout court, un livre qui est, j'espère, à la fois pour le tout petit et à la fois pour son parent, et qui peut accompagner cette expérience de la parentalité qu'on découvre peut-être en fait en même temps que son enfant. Et donc j'espère que ça parle aux parents, notamment le fait que par exemple quand on devient parent, on devient un moyen de locomotion, on devient une chaise, voilà, qu'on apprend à partager évidemment, nous aussi. Voilà, la maison de Grand Ours, la maison de Petit Ours, on vit au même endroit. Simplement aussi, ça peut être un livre qui peut faire découvrir à l'enfant, apprendre simplement des mots, faire découvrir à l'enfant, on se brosse les dents, on met le pyjama, qui peut accompagner un espèce de rituel aussi, peut-être dans la journée. Et l'envie était vraiment de faire un livre sur la relation entre un parent et son enfant, enfin entre un grand et son enfant, disons. Alors au départ, le livre allait s'appeler Maman Ours, Petit Ours, parce qu'il était vraiment basé sur mon expérience. Et puis je me suis dit, mais pourquoi en fait limiter ça aux mamans? Ça pourrait simplement s'appeler Grand Ours, Petit Ours, comme ça je ne définis rien. Je laisse la porte ouverte, disons. Et je sais que beaucoup de gens pensent que Petit Ours ressemble plutôt à un petit garçon et que du coup le Grand Ours c'est le papa et que c'est un livre sur la relation entre un papa et son enfant. Moi je ne le définirais pas comme ça, je le définirais juste comme un livre, un livre qui aborde la relation d'un adulte avec son enfant, avec un petit. J'avais aussi envie de parler de cette idée que le petit ours, il arrive dans une famille. Il arrive dans une famille où il y a peut-être déjà un grand ours, donc un grand-parent, où il y a un grand ours et où voilà, il trouve sa place, petit ours.
Alors ça c'était mon envie aussi de le faire s'adresser aux lecteurs, comme s'ils se disaient nous on est des petits ours, tape là. Et puis cette page-ci, elle veut aussi dire quelque chose, elle fait partie du livre, parce qu'en fait le petit ours il s'inscrit dans une famille, il s'inscrit dans une histoire, et cette histoire elle n'est pas terminée, et donc 3 petits points, voilà, il y a encore des choses à écrire. Et d'ailleurs, après ce livre-ci, Grand ours, petit ours, est né Petit ours, tout petit ours, qui vient de paraître en fait, toujours aux éditions Cambourakis, qui s'inscrit vraiment dans la lignée de Grand ours, petit ours, qui aborde la relation entre un grand ours et entre un petit ours et son petit frère ou sa petite sœur qui débarque dans sa vie. Toujours avec la même idée qu'il y a des choses qu'on partage, il y a des choses qui se ressemblent, qui sont un peu différentes. Il y a des choses que maintenant qu'on est le grand, on fait tout seul, alors que le petit ours, il est aidé par le grand ours. Donc j'avais vraiment cette envie de faire apparaître des personnages du premier livre dans le deuxième et de créer comme ça une série aussi qui accompagne l'enfant, et j'espère que les petits vont s'attacher à ce personnage de petit ours, parce que j'ai vraiment envie il y a 1000 choses à faire en fait avec ce personnage, et donc j'avais vraiment envie de me concentrer aussi sur le fait qu'on devient grand, et c'est un peu un cadeau aussi, et je pense qu'en tant qu'enfant on aime bien être le plus grand et sentir que maintenant on a grandi quoi, on est le grand et on n'est plus un bébé, on n'est plus petit. Et voilà. Et l'idée aussi très importante pour moi, je pense qu'il peut aider aussi à accompagner l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est qu'en fait l'amour de grand ours pour le petit ours, il va pas être partagé avec le nouveau, mais il va grandir simplement. Et donc grand ours, un genou pour petit ours et l'autre genou pour tout petit ours. 3 petits points. Alors évidemment il y a des pages dans les deux livres que j'ai pas gardées, des idées que j'ai pas gardées, parce qu'en fait j'observais mon enfant évoluer dans le monde, évoluer avec les autres, et puis il y a des choses, j'ai essayé de synthétiser, d'aborder des grands sujets de la parentalité, de la relation avec son enfant, de la relation avec son parent. Évidemment, c'était pas possible de tout aborder, et puis j'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel selon moi. Et voilà. Alors ce sont des livres qui me tiennent très à cœur, notamment, surtout le Grand ours, petit ours, qui a gagné donc le prix Libilite, parce que ils sont directement basés sur mon expérience à moi. Je l'ai fait pour mon enfant, je l'ai fait aussi pour moi, pour accompagner ma maternité. Et donc je suis très contente qu'il ait gagné le prix Libilite Petite Enfance. Et merci beaucoup. J'espère qu'il plaira à tous les petits lecteurs et à tous les grands lecteurs aussi. Nous arrivons au dernier prix de la catégorie roman, qui est le prix Libili du roman ado. Les nominés sont Timothée de Fontbelle pour Alma, le vent se lève, aux éditions Gallimard Jeunesse. Delphine Pessin pour Deux fleurs en hiver, aux éditions Didier Jeunesse. Marie Pavlenko pour Et le désert disparaîtra, aux éditions Flammarion. Kim Liggett pour L'année de grâce, aux éditions Casterman. Et Clémentine Beauvais pour L'âge tendre, aux éditions Sarbacane. Et la lauréate est Marie Pavlenko, Et le désert disparaîtra, aux éditions Flammarion. Quelques mots sur ce roman. Sama vit dans un monde désertique, où les arbres et la végétation ont pratiquement disparu. La nature est hostile, et les chasseurs partent régulièrement à la recherche d'arbres qu'ils découpent et vont vendre à la ville en échange de nourriture, d'air, de vêtements. Sama n'a qu'une idée: partir avec ses chasseurs. Mais c'est une fille, et les filles doivent rester au campement. Cependant, un jour, elle suit discrètement les chasseurs. Ne connaissant pas le désert, elle se perd et tombe dans un trou. Dans ce trou, il y a un arbre. Et Sama va découvrir qu'autour de cet arbre, il y a de la vie. Elle finira par s'en sortir et fera prendre conscience au reste de la tribu qu'il ne faut pas abattre les arbres, mais qu'il faut les préserver. Le jury a été séduit par ce roman écologique, bien sûr, mais pas que.
En cette période de légitime revendication des femmes à une plus grande place dans la société, ce roman fait la part belle à la révolte de cette jeune fille. Il décrit avec justesse les sentiments d'une adolescente en plein désarroi. Il nous livre un message féministe et écologiste chargé d'espoir. Marie Pavlenko a d'ailleurs insisté auprès de son éditeur afin que l'impression de cet ouvrage soit aussi écologique que possible. Impression en France, encre végétale et pas de plastique sur la couverture. Marie Pavlenko n'a pas pu être parmi nous, mais voici le message qu'elle nous a adressé. Bonjour à tous, je suis Marie Pavlenko et je vais répondre aux 2 petites questions que vous m'avez posées. La première, c'est le personnage principal était d'abord un garçon, pourquoi en avoir fait une fille? En réalité, l'impulsion du roman s'est faite parce que j'ai vu mon fils, qui à l'époque avait 7 ans, s'émerveiller du tronc d'un arbre, d'un tilleul chez mes parents, dont l'écorce bougeait, me disait-il. En fait, il y avait plein de petits insectes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce serait un monde où les enfants grandissent sans savoir qu'il y a des insectes sur des troncs d'arbres, quand même, c'est un peu inquiétant. Et puis, très vite, m'est apparue la nécessité que le personnage principal soit une fille, parce que je pense que quand on est fille, on est confronté à plus d'obstacles, et qu'on doit surmonter plus, même encore aujourd'hui. Et j'avais envie que Sama soit une gagnante, et puis elle avait aussi cette possibilité du coup d'être un peu entre 2 mondes, 2 pieds de chaque côté de la frontière, puisqu'elle est un peu élevée comme un garçon, un peu, mais que du coup ça la rend différente en fait. Voilà, il y avait plein de choses que charriait ce choix, et puis il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur les hommes et sur les femmes, et je pense qu'on est encore dans une époque où il faut que les écrivaines s'emparent des modèles féminins pour ne pas en faire des caricatures et pour les faire exister avec leur sensibilité. La deuxième question, aujourd'hui la révolte écologique est beaucoup portée par les jeunes. Pensez-vous que comme Sama, ils ont vraiment la possibilité de faire changer les choses ? Oui, je pense que les jeunes, c'est ceux qui vont voter ou commencent à voter, et c'est surtout ceux qui viendront diriger les entreprises, le monde en fait, qui prendront la tête du monde de demain. Et c'est un monde qui s'annonce difficile, différent de celui que moi j'ai connu, et encore plus différent de celui que mes parents, voire mes grands-parents ont connu. On est au milieu de la 6e extinction. Il y a 80% de la biomasse des insectes qui a disparu en Europe. Il y a plein de choses graves qui se passent, et il faut que ces jeunes aient conscience de tout ça, aient conscience du monde qui a déjà été perdu, ce qui est quand même très compliqué, et je pense que ça passe aussi par la littérature, et qu'ils arrivent à s'affirmer en tant que citoyens qui ne veulent pas être punis par les erreurs qu'ont commis leurs aînés, ce qui pour l'instant est le cas. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je termine avec le dernier prix, le prix Libili Album, qui récompense aussi d'autres créateurs, parce que bon voilà, il n'y a pas que les Belges, il n'y a pas que la petite enfance. On pourrait dire qu'en Belgique, on n'est pas trop chauvin, et que nous aimons aussi la création qui est venue d'ailleurs et de chez nous. Et c'est sûr que, comme je l'ai dit tout au début, il y a une pléiade de créations et beaucoup de talents. Alors, les nominés cette année-ci sont Le chant du phare d'Alizé Montois aux éditions Cote. Aller-retour de Nina Lecomte aux éditions Cote. Julien est une sirène de Jessica Love,
qui est traduit de l'anglais par Sylvie Goyon aux éditions Pastel, École des loisirs. Gladys de Ronald Curchot aux éditions Rouergue Jeunesse. Adrien Albert pour Notre boucle d'or aux éditions École des loisirs. Et enfin, Gilles Baume et Régis Lejon pour Fèchamos aux éditions des éléphants. Ah, il y en a à nouveau deux. Donc d'abord, le lauréat est Adrien Albert pour Notre boucle d'or aux éditions L'École des loisirs. Et il y a aussi une mention pour Gilles Baume et Régis Lejon pour Fèchamos aux éditions des éléphants. Découvrons d'abord Adrien Albert, un album qui dépoussière ce conte archi connu. Et Adrien Albert le remet à sa sauce. Par cette histoire, il s'approprie le thème du genre et ainsi, pourquoi pas mettre en scène une autre petite tête blonde et bouclée, un garçon pardi. De plus, celui-ci est croqué avec l'œil de papa. Couleur audacieuse, posture parfaite, émotion et gestes d'enfant, des ours immenses et un petit ours irrésistible, bol de chocolat qui se brise au sol, traces de pas dans toute la maison sera le fil conducteur de cette histoire. Et l'histoire se termine sur une note d'amour dans les bras des parents fermiers. Ingénieuse récupération d'un conte classique. Je vous invite à regarder la vidéo envoyée par Adrien Albert où il nous parle de la genèse de cet album. Bonjour et déjà un grand merci pour ce prix. Alors je reçois des prix qu'en Belgique, ce qui fait de la Belgique un endroit où j'ai plein de copains et des prix. Donc ce qui fait de ce pays un pays très sympathique. Et voilà, on m'a demandé de faire une petite genèse de l'album Notre boucle d'or. Tout a commencé il y a 2 ans, au mois de janvier, un matin, dans une école de maternelle, où une petite fille, lors d'une intervention scolaire, m'a demandé pourquoi je ne réalisais jamais des livres dont il connaissait l'histoire. Ce qui m'a paru une très bonne question. Enfin, non. Ce qui m'a paru plus tard une très bonne question, pour être honnête. C'était le matin à 8h30 dans une classe de maternelle, il pleuvait, j'étais pas réveillé, j'avais une tasse de café trop cuit dans la main. Et quand cette petite fille m'a demandé ça, au début, je pense que je n'ai pas dû lui donner une très bonne réponse. C'est sur la route du retour que je me suis dit que oui, c'était une bonne idée. Je n'avais jamais adapté un classique de la littérature jeunesse et que l'aventure m'amusait. Je me suis tout de suite imaginé ça comme un peu le travail d'un metteur en scène de théâtre qui travaillerait sur un classique comme ça. Donc arrivé à la maison, petit saut sur Wikipédia, j'y l'affiche Boucle d'or. Je vois que c'est un livre qui ça a d'abord été non pas une petite fille mais une vieille dame, qu'avant d'être une famille d'ours, ça a été 3 ours de taille différente. Enfin, de voir que c'est une histoire en mouvement
qui a bougé dans le temps, ça m'a tout d'un coup donné envie de participer à ce mouvement et de continuer un peu à le faire bouger. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis le travail du scénario, ça a été ce qui a débloqué, et ce qui aussi, d'où le nom Notre Boucle d'Or, ce qui a débloqué l'histoire, c'était de me dire que justement, ce nom Boucle d'Or, c'était un surnom qu'on donne à un enfant, donc un mot d'amour, une marque d'affection. Et j'ai eu envie de raconter un peu ce qu'on appelle maintenant dans le milieu des séries le préquel ou la genèse de ce mot d'amour. Et donc de raconter le moment où des parents disent à leur enfant je t'aime, et leur disent notre boucle d'or. Voilà, ça a été le point de départ. Et puis après, il s'avère, et c'est pas un hasard, que c'est au moment où mon petit garçon avait 1 an, et que tout ça coïncidait donc avec l'arrivée d'un petit garçon dans ma vie, que je me suis retrouvé à devoir le dessiner, parce que je n'ai pas pu faire autrement que dessiner mon fils. Et que si cette histoire raconte aussi un mot d'amour, je dois bien admettre que c'est aussi un livre écrit pour lui. Voilà. Voilà en gros. On m'a dit de faire 5 minutes, je vois que ça dure 4 minutes. Donc 7 minutes, c'est mon cadeau pour vous dire merci. Au revoir. Et comme pour la catégorie des albums belges, nous ne pouvions pas passer à côté d'un autre coup de cœur qui a aussi, si pas presque, fait l'unanimité. C'est une des raisons pourquoi nous n'avons pas décidé de lui donner un ex-aequo, mais nous lui avons attribué une mention. Alors, voilà un album sobre, mais passionnant, qui dit tant de choses entre les lignes. C'est un album bouleversant sur les pas d'un gardien de musée qui décide de distribuer aux habitants les œuvres et objets d'art qui ont construit leur pays, ce pays étant le Brésil. L'incendie du musée de Rio de Janeiro en 2018 a inspiré cette histoire fictionnelle. On pourrait dire qu'en conclusion, c'est une ode à la culture et à la générosité portée par une esthétique vintage d'une rare élégance. C'est Kathleen Simonis, membre de notre jury, qui leur a envoyé quelques questions que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Fechamos. On ferme. J'ai entendu l'information à la radio. Cette nuit, le Musée national du Brésil est parti en fumée. Immédiatement, j'ai eu besoin de voir des images. Comme la foule sur place, tous ces gens en larmes, soudain orphelins, qui éprouvent le besoin de se réunir et de constater l'ampleur du désastre. Je n'ai jamais mis les pieds au Brésil, mais je ressens des choses étranges en moi. Une même peine, universelle. Est-ce juste mon amour des musées qui me serre ainsi la poitrine ? Je n'arrive pas bien à comprendre sur l'instant. Lorsque j'ai découvert l'incendie du musée de Rio, en fait, aux informations, ça m'a profondément bouleversé, alors que je vis à des milliers de kilomètres du Brésil. De la même manière, lors de la destruction du site de Palmyre par les terroristes, j'avais été profondément choqué et profondément bouleversé également. Ou plus tard, en voyant l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est pour ça que quand le texte de Gilles m'est parvenu, je me suis senti intimement concerné par le sujet. Pour travailler, en fait, l'illustration, je me suis d'abord beaucoup documenté sur le musée et sur la ville de Rio.
C'est un livre qui m'a permis un beau voyage immobile au Brésil en fait. Et puis maintenant, j'ai très envie d'y aller. Et techniquement, mon dessin s'est fait avec un outil feutre sur iPad. Et par la suite, je colorise le dessin sur mon ordinateur après avoir scanné des papiers artisanaux que je place sous le trait grâce à Photoshop. J'avais besoin de croire que cet incendie n'était pas définitif. Pour cela, il me fallait une histoire, une autre histoire et un héros, un personnage fort. Gardien du trésor national, ce n'est pas rien. Alors forcément, dans mon esprit, il fallait qu'il emprunte quelques traits appelés, qu'il vienne du peuple, qu'il soit modeste, et qu'il pose un regard tendre et confiant sur la jeunesse. Et puis il a fallu qu'il trouve le courage de se sacrifier pour sauver ce musée que d'autres laissaient crever. Le message qui est derrière ce livre est plutôt simple. Il s'agit de dire aux gens qui n'en ont pas forcément conscience que les œuvres qui composent les musées nationaux nous appartiennent à tous, y compris aux enfants. Les responsables au pouvoir ont le devoir d'en prendre grand soin parce qu'il s'agit de notre patrimoine culturel. Nous en sommes les héritiers, nous pouvons en admirer l'existence de notre vivant et nous devons les transmettre intactes pour les futures générations. C'est pourquoi quand une œuvre d'art, un musée, un site ou un bâtiment du patrimoine sont détruits par malveillance ou par inconséquence, c'est une perte de mémoire irrémédiable pour toute l'humanité. J'aime écrire sur des questions de société qui me touchent moi en tant qu'adulte. Il faut alors trouver les mots pour les hisser à hauteur d'enfant et cela oblige à regarder vers le haut pour trouver une issue. Alors oui, on peut dire que ce livre est politique. Ce livre est évidemment politique et il résonne particulièrement dans une époque où l'accès à la culture est considéré non essentiel par certains gouvernements en place. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette remise des prix Libelli 2021. Remise un peu spéciale. Merci à tous les recenseurs pour leur formidable travail. Merci aux membres des jurys pour leur implication. Merci au président du jury album, Luc Bathieu. Merci au Centre littérature de jeunesse de Bruxelles et plus particulièrement à Céline Cordemans, sa directrice, et à Julien Cirelli pour leur aide. Merci à la Foire du Livre pour son accueil. Merci à la COCOF et à la Fédération Wallonie-Bruxelles de nous permettre d'exister. Merci à Fanny Dreyer de nous avoir réalisé cette très belle affiche. Et surtout, merci à tous les auteurs, toutes les autrices, tous les illustrateurs, toutes les illustratrices, tous les créateurs, créatrices qui continuent à nous offrir toutes ces belles émotions. Nous espérons organiser cette cérémonie en vrai l'année prochaine et vous donnons rendez-vous pour la remise des prix Libelli 2022. Au revoir.